Chers amis FSH, aujourd'hui, nous avons invité Massimo Ganassi ainsi qu'Alexandra Belayev, pardon. Oh, Alexandra, j'ai écorché ton nom, je suis désolé. Pour faire une petite présentation du projet de Massimo. Massimo est chercheur dans le laboratoire de Peter Zammit et il a remporté une des places pour notre grande 2021. Donc, nous avons décidé, en fait, avec le conseil scientifique d'Amis FSH, de financer son projet. Et donc, Massimo vient nous présenter son projet. Il vient vous le présenter de façon à ce que vous sachiez aussi à quoi servent les fonds que nous collectons et que vous collectez pour nous. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'Alexandra va être la maîtresse de cérémonie de cet entretien. Moi, je fais juste le passage de compétences et les présentations. Et donc, maintenant, c'est parti. Donc, Massimo, hello. Nice to meet you. Nice to see you. Alexandra, bonjour. Alexandra, c'est à toi. Donc, je pensais dans un premier temps peut-être demander à Massimo de nous expliquer son parcours et comment, alors qu'il est originaire de l'Italie ensoleillée, il se retrouve dans un Londres humide. So, Massimo, the first question would be if you could summarize your research story, how you managed to leave beautiful, sunny Italy and land up in this very wet London. I was crazy. That's the answer. No, the story is I started. So my university story, and I did PhD in Italy, of course, and I did PhD in the University of Modena, which for many of you maybe you know it. It's very close to Bologna, and it's the place of Ferrari and tortellini. Very much important. I did my PhD in molecular and regenerative medicine. And then after my PhD, I did a short postdoc in Modena as well. And the project was about amyotrophic lateral sclerosis and the stress of the protein folding, which is involved in the pathogenesis of the disease. And then, of course, I wanted to keep my focus on muscle. And then I moved to London. And I started as a postdoc again in the laboratory of Simon Hughes. So Simon Hughes' laboratory focuses on the development and formation of the muscle. So from the myoblast, which is a word that you know now, and up to the formation of a multinucleated muscle fibers, all the process that this implies. So the government or the cells moving towards a muscle formation, then making a nice and functional muscle fibers. And then of course, in there, the focus was mainly on fish, because fish are a bit more easier to work with, and you can follow the development of the muscle just by looking at them as an embryo and up to adulthood, of course. And then, of course, my next movement has been to move to human, as we would all want to do. And then that's where I approached Peter Zammit, because he offered me a postdoc position. And of course, as you know, the aim of the Pete lab is looking into muscular dystrophy. He's now focusing, and we are all now focusing on FSHD. And also Pete was really in my interest because he has been known since ever for his interest in the muscle stem cells, or also known as satellite cells. And that was exactly where I was coming from at that specific moment in my career, because I was studying satellite cells in fish, and then I wanted to do the movement up to humans. So the question that I want to follow as an overall is how a satellite cell becomes a part of a muscle fiber. And this is where... So I will stop you now. I know it's difficult for an Italian to stop, but I have to stop you because I have to translate in French at some point. Oh, sorry, I didn't know that. Alexandra, juste petite précision. Massimo, can you show us your shirt, please? Yes, of course. Yes. Oh, regardez son beau t-shirt. Parce que, petite précision, on a rencontré Massimo l'année dernière à Londres. On est venu voir le laboratoire de Peter Zammit au mois de février, je crois. Oui, voilà. C'est ça. Donc, la dernière sortie de Amis FSH, c'était d'aller visiter plusieurs laboratoires à Londres, et notamment le laboratoire de Peter Zammit, où on avait rencontré parmi d'autres personnes Massimo. Donc, l'histoire de Massimo, donc il a fait son doctorat à Modène, en Italie. Donc, il rappelle que c'est proche de Bologne et de Ferrari. Et donc, il a travaillé dans le domaine de la biologie moléculaire. Il a ensuite fait un postdoctorat toujours à Modène, où là, il s'est intéressé à une maladie de dégénérescence neuronale, l'ALS,
donc la SLA en français, la sclérose latérale amyotrophique, et en particulier au problème de protéines qui se replient de manière anormale dans l'espace, ce qui va les amener à former des agrégats. Vous avez sûrement entendu parler dans la maladie d'Alzheimer, on a le même problème. Alors ensuite, il est venu à Londres et il a fait un postdoctorat dans le laboratoire du professeur Hughes, qui lui s'intéresse vraiment à la formation des muscles au cours du développement. Donc, ce thème que vous connaissez bien dans la FSHD, des myoblastes qui vont s'aligner et fusionner pour faire un myotube, qui est vraiment le précurseur de la fibre musculaire. Et le modèle utilisé dans ce laboratoire-là, c'était le poisson. Et l'avantage du poisson, c'est que le poisson zèbre, il est transparent, et donc on peut voir ce processus au cours du développement de l'embryon à travers la bête vivante. C'était assez fascinant. Mais évidemment, comme tous les chercheurs dans le domaine, ce qui l'intéressait le plus, c'était de se rapprocher de modèles humains. Et c'est comme ça qu'il a pu entrer en contact avec Peter Zammit, qui lui a offert un job dans son laboratoire. Et donc, ce qui l'intéresse chez Peter Zammit, c'est qu'il est vraiment expert mondialement reconnu sur le fonctionnement des cellules souches du muscle adulte qu'on appelle les cellules satellites, qui en cas de blessure vont être activées pour aider à régénérer le muscle. Et en plus, le fait que actuellement, tous les gens du laboratoire de Peter Zammit s'intéressent au cas de la FSHD. Donc, ils se sont réorientés de recherche fondamentale vers la recherche appliquée à la FSHD, donc comprendre la pathologie dans le but de développer par la suite des thérapies. OK. So now, can you summarize the project that you are running in Peter's lab and that is being funded by AMI FSH? Yeah, I do have a presentation, or you just want me to? It's up to you. It's up to Vincent. Donc, il a une présentation prête. Vas-y. Oui, OK. Donc, il va nous montrer ses diapos pour résumer le projet qu'il fait chez Peter Zammit. I share you. I allow you to share. Yeah. Okay. And Alexandra, let me know if I need to stop because you want to translate. You need to translate, otherwise I'm just going to go. So the way I did with Peter Jones was that after each slide, he let me time to, so you leave the slide on the screen, yes, and I translate in French what you just said. That's fantastic for me. Okay. Massimo, I think it's okay. You can launch your presentation. Yeah. Can you see it? Yes. Yes. Okay. So Alexandra, don't be shy. Just stop me whenever you need to stop me. Well, thank you for the invitation to present this project, which you have decided to fund, so which I'm very proud of. As you know, FSHD is a very well-known muscular dystrophy, which is mainly characterized by muscle weakness and wasting. As you know, up to now, we have many players which have been involved at different levels into the disease, but we don't really know what is the cause of this muscle weakness and wasting. Donc, il dit qu'il est très fier d'avoir reçu un financement de la FSH, et donc il récapitule un petit peu le contexte de la FSHD, ce qu'on connaît, et vous voyez ici dans toutes ces petites bulles les noms des acteurs qui sont connus dans le cadre de la FSHD, mais il dit on ne comprend quand même pas exactement comment se fait la faiblesse musculaire, la fonte musculaire. Okay. I just wanted to spend a couple of words on the analysis that we generally do and use to investigate the players in the disease. So here I just summarized a muscle cells. As you know, in the nucleus, you find the DNA, which encodes and adds all the information to make RNA. And then every RNA has the information to make proteins. So when you look at the general population, you can evaluate RNA and proteins via high throughput screenings. And you can then identify whether there are different levels of either RNA and proteins. And this difference may help us to identify the key players in the disease in this particular condition, and also to clarify what are the important proteins or genes or RNA in the FSHD pathogenesis. As you see here, I just put this diagram of a scale, and depending on the difference, you might spin the scale towards the head or towards the disease.
Donc, il résume les stratégies d'analyse de cellules qu'ils utilisent au laboratoire. Donc, vous avez à gauche, en rose, la jolie petite cellule de muscle qui contient son ADN avec l'information pour faire les ARN qui, eux, portent toute l'information nécessaire à fabriquer les protéines, donc toutes les recettes pour faire les protéines. Et donc, les types d'études qu'ils font sont ce qu'on appelle des criblages à haut débit qui vont permettre de voir d'un coup tous les ARN, toutes les protéines qu'il y a dans une cellule, et on peut alors analyser, donc identifier chaque ARN, chaque protéine, et quantifier, et regarder dans tout cet ensemble quels sont les acteurs principaux pour essayer de comprendre mieux la pathogenèse de la FSHD. Et donc, il présente cette petite balance dans laquelle on va voir quel est le poids le plus important dans le sens de la santé, health, ou dans le sens de la maladie, disease, de toute la collection des ARN et protéines qu'ils ont pu identifier dans des cellules saines ou dans des cellules de patients. And specifically for FSHD, what we can use as a lab is the high throughput screening for RNA or protein that we can get from the muscle biopsies from patients versus the unaffected individuals. And also we have the tools of taking cells from either patient or unaffected individuals and put these cells in culture in vitro. And then we have a collection of immortalized patient-derived muscle cell lines. And we can do the same analysis also here. But the plus here is that we could put these cells to differentiation to recapitulate the muscle formation in vitro. And then we can also have a look at the myotubes, which are the final destination of our cells when they do differentiate. What this analysis can tell us, it's two possible outcomes. So either in FSHD, you have a reduction of some genes or protein, so these genes or protein are downregulated in FSHD, or you can have the opposite situation in which, compared to the control cells or unaffected individuals, these genes are upregulated. Donc, le système biologique qu'ils ont pour tester cette différence entre contrôle et FSHD, c'est d'une part évidemment les biopsies de muscles sur la gauche. Vous voyez, on prend les biopsies d'individus qui n'est pas malades ou d'individus atteints de FSHD. Mais on a également la possibilité de regarder dans des lignées de cellules dérivées de muscles qu'on peut cultiver au laboratoire. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut étudier ces cellules soit au stade de myoblastes, où les cellules précurseurs de muscles sont séparées les unes des autres, ou bien au stade de myotube, où ces myoblastes vont fusionner pour former un myotube. Et donc, on peut récapituler en culture de cellules au laboratoire cette étape de différenciation. Et donc, dans tous les cas, on va regarder, enfin, ils vont regarder la collection de protéines, la collection des ARN, et voir en quoi ils peuvent différer. Et donc, il y a deux solutions possibles, résumées en bas. Soit on va avoir certains ARN ou certaines protéines dont la quantité diminue dans la FSHD par rapport aux échantillons contrôle, ou l'inverse, qui sont augmentés dans la FSHD par rapport aux individus contrôle. Vincent a une question. Massimo, la comparaison que vous faites entre dans la différenciation, dans le processus de différenciation entre les cellules saines et les cellules FSH, vous faites la comparaison à chaque étape de différenciation ou c'est une comparaison finale que vous faites? So the question is, when you compare the RNAs or proteins from cells at the myoblast stage and during differentiation, will you look at that at different steps in the differentiation process, or will you just look at the myoblast stage and then at the myotube stage? We have done both things. We have been looking in a time course way, but we have also specifically looked at the two different stages because these are clearly the two important passages, I would say. Voilà, donc en pratique, au laboratoire, ils ont fait les deux. Donc, ils peuvent regarder au début et à la fin, et aussi regarder les différentes étapes dans le processus, à chaque fois en comparant les cellules saines et les cellules malades. Thank you. Okay. So the analysis, the way we did it, we thought about, as I was saying, that answering the question of muscle weakness. So with the differential analysis, so with our transcriptomic analysis, we started from the difference between
FSHD patients and unaffected individuals. So looking at genes which are differentially regulated in these specific muscle biopsies. So it's FSHD muscles versus unaffected control. And we started, you see this pink circle over here. And then we crossed all this list of genes which are differentially regulated with the list which are coming from the differentially regulated genes from myoblasts. So again, FSHD versus unaffected cells, or at the stage of myotubes. So again, myotubes from FSHD versus unaffected myotubes. This led us to identify a set of genes which are differentially regulated, but which are in common between the three circles. So in common either in the muscle biopsies, at the myoblast stage, and the myotube stage. Donc, le travail qu'ils ont fait, c'est en commençant à partir des ARN dont l'expression est différente entre des biopsies de muscles de patients ou d'individus sains, ils ont identifié une collection de gènes dont l'expression était différente, et c'est ce qui est représenté par la bulle rose sur son schéma, la patate rose. Alors, ils ont comparé ces gènes perturbés dans la maladie avec ceux qu'on trouvait perturbés en comparant des myoblastes, donc les cellules de muscles avant qu'elles aient fusionné, donc ils sont encore au stade de proliférer, comme c'est le cas par exemple quand un muscle doit régénérer. Et ça, c'est la patate bleue pâle, dans laquelle il indique les gènes qui sont exprimés différemment entre les myoblastes de patients et d'individus sains. Et dans la bulle verte, dans la patate verte, il met les gènes qui sont exprimés différemment entre myotubes de personnes atteintes de FSH ou d'individus sains. Et à l'intersection de ces trois patates, ça vous rappelle vos cours de mathématiques de l'école primaire, à l'intersection de ces trois patates se trouvent les gènes dont la perturbation est commune dans ces trois circonstances. Donc, si on prend dans le sens de la différenciation, c'est-à-dire d'abord en partant du bleu les myoblastes, ensuite ils se développent pour se fusionner en myotubes, et ensuite les myotubes vont donner des muscles. Donc, on a ce cœur de gènes perturbés dans l'ensemble de ces processus. Very nice drawings. I love them. Thank you. It's because of the colors. Thank you. One of the genes which we found was commonly deregulated between myoblasts, myotubes, and muscle biopsies was KLHL31, which is the acronym for Kelch-like family member 31. So just to answer your question, Vincent, we have looked at, using our transcriptomic data, we have looked at KLHL31 expression during the myogenesis, which these cells can do in vitro. And we started to look at confluent myoblasts. So they just reach the point in which they don't proliferate more, but they want to differentiate. The point that they start to fuse together to make these bigger muscle cells, the way in which they then make the myotube and the maturation of the myotubes. So if you look at the blue bars, which are the cells from unaffected individuals, you see continuous increase in the accumulation of KLH as RNA. But then if you look at the FSHD, so the red bars, you see at every step we look at, there is always less KLHL31 RNA accumulation compared to the blue bars. So KLH31 is always suppressed during the myogenesis in FSHD cells. And this is also confirmed on other several FSHD cell lines in which, again, every red symbol here is an FSHD cell lines, which you need to compare with the blue one. So in every set, in every pair you see, it's always downregulated KLH, this one and in there. And of course, as you know, every RNA contains the information to make protein, and we also look at the protein level. So these are the famous 54 cells, so again, unaffected cells and FSHD cells. And you see, when you look at KLH protein, it's nearly not there. And also we got the same result when we look at myotubes. So you see in unaffected cells, so let's call them healthy cells, when they differentiate, they make these massive cells, which contains many nuclei, and all the cells contain a huge amount of KLH, which you see in green. Whereas if you look at these very rare, because you usually don't find them because FSHD cells are really fatigued to make such big myotubes, KLH signal, it's not really there, as you don't see any green. Donc, à l'intersection de ces trois patates roses, bleues et vertes de tout à l'heure,
se trouve notamment le gène KLHL31, donc vraiment très, très facile à prononcer, donc, qui veut dire Kelch-like Family Member numéro 31, et donc peu importe. Donc ce qui l'intéresse, c'est de regarder aux différents stades de différenciation, un petit peu la question que Vincent posait tout à l'heure. Donc vous voyez à gauche de sa diapo, donc les cellules sont d'abord des myoblastes séparés. Ensuite, au jour 1, ils vont s'aligner, commencer à fusionner, et progressivement, au cours du temps, ils vont former des myotubes de plus en plus grands qui incluent les noyaux de toutes ces cellules qui ont fusionné. Et donc, au cours de ce processus, il voit que pour les cellules saines, en bleu, il y a une augmentation progressive de la quantité de ce KLHL31, et tandis que dans les myotubes, la formation des myotubes FSH, cette augmentation est très, très faible. Et donc ça, c'est un phénomène général quand il regarde dans toute une série de lignées de cellules de muscles provenant de patients ou de personnes non affectées. Donc ça, c'est le graphique au milieu. Tout ce qui est en rouge représente le niveau d'expression de ce KLH dans les cellules de patients, et en bleu dans les cellules saines. Vous voyez qu'il y a toujours un signal plus important dans les cellules saines. Alors, vous savez que les ARN portent les recettes pour faire une protéine, donc ils ont regardé non seulement à l'ARN, mais également à la protéine KLHL, et ils se sont rendus compte que dans la lignée contrôle 54,6, on voit cette bande noire correspond à la protéine qu'ils ont pu détecter, tandis que dans les cellules d'individus atteints d'FSHD, on détecte à peine, ou même pas du tout, cette protéine, on n'a pas cette bande noire qui apparaît. Et finalement, par immunofluorescence, donc on va marquer en fluorescence verte la protéine KLHL31 dans des cellules contrôle, on la voit très bien. Vous voyez délimiter les myotubes qui sont formés, les petits points bleus correspondent à tous les noyaux, et en vert, on voit une grande quantité de la protéine en question qui s'est accumulée. Tandis que dans une lignée d'une personne qui est apparentée à celle qui a donné les cellules 16U, dans cette autre personne, les cellules correspondant à un patient FSHD, les cellules n'accumulent pas du tout cette protéine KLHL31. I have a question. Sorry. You know est-ce que tu connais la fonction de KLH31 dans le muscle? Peut-être que j'anticipe une réponse qui va arriver plus tard. So he's asking whether you know the function of KLH31. No, so the quick answer is no, but I do have something to show. Yeah. Thank you. Voilà. Au départ, c'était pas connu, mais il commence à avoir quelques idées. I just wanted to show, so this is coming from a published transcriptomic data, again on muscle biopsies, and the transcriptomic data is useful because the muscle biopsies are regrouped according to disease severity, and the graph here is just showing KLH31 expression, and just look at control muscles, so unaffected muscles versus the FSHD muscles where the disease severity is very high, and you see it's very downregulated. So there is an inverse correlation. As you increase the disease severity, KLH is always less expressed. Donc, avant de répondre à la question angoissée de Vincent, il voudrait nous montrer encore des données obtenues, cette fois-ci par analyse de profils d'ARN qui ont été réalisés par d'autres chercheurs que lui et qui sont disponibles sur Internet. Et donc, là-bas, il a essayé de faire une corrélation entre le niveau d'expression de son gène mystérieux et la gravité de la pathologie, la sévérité de la pathologie. Donc, vous voyez ce triangle en bas de l'image vous indique le degré de sévérité de la maladie. Donc, en rose, dans le bas du triangle, on a des individus contrôle, et en violet, tout à fait à droite, on a les individus les plus gravement atteints, avec donc une gradation entre ces deux extrêmes. Et donc, là-bas, ils ont quantifié le nombre de copies d'ARN de KLHL dans les tests qui ont été faits par ces chercheurs-là, et ils les ont déposés comme des petits points sur le graphique. Donc, plus le point est vers le haut dans le graphique, plus la quantité de l'ARN est importante, et les points sont reliés entre eux par ces formes de couleurs différentes qui correspondent à chaque
fois un stade de progression différent de la maladie. Et donc, on voit que d'une manière générale, en rose, dans les muscles sains, il y a un niveau d'expression beaucoup plus important que dans le muscle très atteint, en violet, tout à fait à droite, et donc une diminution progressive. Donc, résumé par les deux flèches à droite, plus la sévérité de la pathologie augmente, plus la quantité de KLH-L31 diminue. Je tiens juste à préciser qu'encore une fois, en effet, ces graphiques, ils sont très jolis. Thank you. Merci. Italian artistic. Yes. And I think you are working in a motor engine. I think you blue shift, red shift for the sound of engine. No? Okay. Donc, on apprécie le côté artistique des diapos de Massimo. So again, back to your question, Vincent, what is the function? We don't really know. There are very few papers or publications about. And what we know from this specific publication paper here is that KLH31 is expressed in the adult muscle fibers. So this became very interesting for us. Donc, la question de Vincent, quelle est la fonction de KLH-L31? Très peu de choses sont connues. Il a trouvé une publication qui date de 2017 dans laquelle la coloration de cette protéine est faite en vert, de nouveau, dans des fibres de muscles. Et on voit ce très joli motif strié qui ressemble à celui de l'alpha-actinine, qui est une autre protéine dont on sait qu'elle appartient. So this is in the contractile apparatus, is that right? Yes. Donc, il fait partie de l'appareil contractile, donc il permet aux muscles de se contracter. Okay. And what we know from that publication is that in a mouse model, when you remove KLH31 and you look at the muscle fibers, so this is a cross section of the muscle fibers, you do have a reduction of the size of the muscle fibers when you remove KLH, which is concomitant with a reduction in the force that every muscle fiber is able to do, which is again, removing KLH-L31 function is then making the muscle not only smaller, but also weaker. Donc, pour comprendre la fonction d'une protéine inconnue, ce que les gens font, c'est qu'ils font un modèle de souris dans lequel le gène est inactivé. Donc, ces souris n'expriment pas du tout de cette protéine KLH-L31. Et on analyse ici des fibres musculaires que l'on a coupées. Vous voyez sur la gauche toutes les fibres alignées. Et on les a coupées comme des tranches de saucisson. Et on regarde au microscope avec une coloration en rouge de la desmine, qui est connue pour être typique de ces fibres musculaires. Donc, on doit obtenir une espèce d'anneau rouge autour de chaque fibre musculaire quand on coupe les tranches de muscles de cette manière-là. Et donc, ce dont ces chercheurs se sont rendus compte, c'est que chacune des fibres était plus petite. Vous voyez, les ronds à droite sont plus petits que les ronds à gauche. Donc, à droite, c'est le cas de la souris où on a inactivé ce gène. Donc, non seulement les fibres sont plus petites, mais en plus, elles sont de force réduite, comme représenté sur le graphique à côté, où l'on voit en rouge donc cette diminution de la force musculaire. Et donc, on va ici vraiment dans le même sens qu'on a observé dans la FSHD, une diminution de la quantité de cette protéine semble liée à une diminution de la taille des fibres et de leur force. Le graphique de la réduction de la force, il fait une différence entre les membres avant et les membres arrière, on peut dire les membres supérieurs et les membres inférieurs. Est-ce que le fait que les membres inférieurs soient a priori plus atteints, enfin ils ont moins de force au départ, mais malgré tout ils descendent plus bas que les membres inférieurs, est-ce que ça joue, est-ce que cette protéine elle joue plus sur les membres inférieurs que sur les membres supérieurs? Je sais pas si ça So his question is about the difference between forelimb and hind limb. So he is wondering whether the fact that the strength the force is much more reduced in the hind limb would be correlated to a stronger impact of this protein on normal function of hind limb as compared to forelimbs. I don't have an answer for that, but that is a very good question, and I don't know. It could be. It could be also because maybe the expression of this protein is differentially between the forelimb and the hind limb. I don't have a proper
answer for that. Donc, il n'a pas de réponse à cette question. Il trouve que la question est très intéressante. Maintenant, une possibilité aussi, c'est que peut-être que la quantité de protéines qui est normalement produite est différente entre les membres supérieurs ou inférieurs. Mais donc, il n'a pas de réponse à cette question. And the contractile unit, so the responsible for the generation of the force in every muscle fiber, is the sarcomere. So you see in this diagram, you have in the muscle, you have muscle fibers, and then every muscle fiber is presenting this structure, which is called the sarcomere. And the sarcomere is responsible for the contraction of the muscle, and of course for the generation of the force. So whatever happens to the sarcomere may then end up in making a muscle weaker. And if you look at the molecules which compose the sarcomere, you see there are many. So there are several components which participate to the muscle contraction and to the force generation. And, oh, sorry, Alessandra. That's okay. Donc, on vient de parler d'un problème dans la force de la contraction musculaire. Donc, on s'intéresse à la contraction. On a une représentation à gauche d'un muscle et on va aller regarder de plus en plus à l'intérieur de ce muscle, voir les constituants, pour arriver finalement à la myofibrie. D'ailleurs, le texte est en français d'ailleurs pour le schéma. Merci pour ce détail. Et donc, on voit que la myofibrie, qui est vraiment l'unité de base de la fibre musculaire, elle est constituée d'unités qu'on appelle les sarcomères. Et donc, le sarcomère est représenté en grand dans le schéma là, encadré, et il est constitué de fibres, de protéines qui sont alignées et qui sont capables de coulisser les unes sur les autres pour faire la contraction musculaire. Et donc, non seulement il y a l'actine, la myosine qui sont les grands joueurs dans cette contraction, mais il a représenté ici toute une collection d'autres protéines qui sont associées à ce sarcomère et qui vont toutes jouer un rôle dans la capacité de contraction et dans la force musculaire. And of course, because the muscle contraction and the force production makes every time use of the muscle, you might go, you might have too much usage of the muscle. So it is very important to maintain this muscle, and so you need players in the sarcomere which are continuously replacing all the various components to keep the structure very stable. And that publication that I showed you before suggests that this is the role of KLH-L31, of taking sarcomere components and replacing them with new ones. So I just put here an example of nebulin. With usage, you can damage nebulin, but then KLH takes care of getting rid of the used nebulin and replacing with a new one. So KLH is a fundamental player in the maintenance of the sarcomere structure and functionality. Donc, vous allez bien imaginer que les contractions musculaires sont extrêmement fréquentes pour un sarcomère, et donc il va progressivement abîmer des protéines qui le constituent. Donc ça deviendrait dramatique pour la fonction musculaire. Donc, le muscle a un système de remplacement des protéines abîmées par des nouvelles. Et c'est extrêmement important pour maintenir la capacité de la contraction musculaire à travers toute la vie. Et donc, apparemment, la protéine KLH-L31 aurait un rôle un peu, allez, je vais dire, de garagiste, qui va pouvoir repérer les protéines qui sont abîmées, les enlever avant qu'elles ne causent des dégâts à la structure générale et les remplacer par des nouvelles. Donc, on va faire un peu l'entretien systématique du sarcomère. Et l'exemple qu'il donne là-bas, c'est une des protéines constituantes du sarcomère qui s'appelle la nébuline, où on a démontré que KLH-L31 pouvait l'éliminer quand elle était abîmée et permettre le retour dans la structure du sarcomère d'une nouvelle protéine de nébuline toute neuve qui va pouvoir reprendre le travail. So it's like in a garage and changing parts of your engine. Absolutely. Yes. Absolutely. The more you use your car, the more you need to replace parts. Yes. En fait, dans l'idée, sur le principe, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, nous qui vivons, enfin certains d'entre nous, ceux qui vont regarder là, notamment moi en plus, qui vivons cette fatigue, c'est vrai qu'on peut démarrer quelque chose sans être fatigué et très rapidement
à l'usage de soi, on n'en peut plus. Et donc, finalement, ce schéma représente bien l'usure d'un non-remplacement de quelque chose, quoi. Les plaquettes s'usent et il n'y a plus rien, quoi. Le sarcomère, finalement, il devient tout rikiki et on ne peut plus rien faire. So Vincent is making a correlation, which I think is not correct, but I will translate what he said. So he says it's probably representing very well what we patients are feeling. That is, when we start a move, everything is fine, we get our muscles into action, but we very quickly get very tired. The muscle is fatigued, and it's a little bit like an old car where you have to replace parts of the engine. I don't know if this is really true. It's probably not occurring in such a short period of time, like in a few hours or in minutes of use. You know what's the turnover time of nebulin, for instance? I don't know. I would suggest it's quite long because it's a very big protein, like many of the other components. So, but and of course, this publication presents data on nebulin, but they also presents data on many other components. So it can be the KLH L31 with possibly other players are keeping the garage in a good situation. So are keeping the engine in a good condition. So not only KLH L31. And about Vincent, I think I agree with you, Alexandra. I don't think it's that immediate, but it can be that, you know, with prolonged period of time that can also be involved. So the lack of replacement of parts can be involved in this fatigue. Donc, pour répondre à la question de Vincent, donc nous pensons qu'on n'est pas dans la bonne échelle de temps par rapport à ce que tu décris, parce que des protéines très grandes comme la nébuline vont tenir le coup pendant un temps beaucoup plus grand. Donc, il ne connaît pas par cœur le temps, mais ça va être de l'ordre de plusieurs jours probablement avant de devoir être remplacé. D'accord. Donc, c'est probablement un autre phénomène qui intervient lorsque tu décris précisément, mais en tout cas, d'une manière générale, chez les patients, c'est un processus qui va avoir lieu. Sinon pas cette possibilité de maintenir la collection de pièces de remplacement correctes dans le garage, ben, le jour où il y a une pièce qui va lâcher, ça ne va pas pouvoir être remplacé et ça va causer des problèmes au moteur de la voiture, quoi. And for the project also, for our idea, didn't want it just to stop at KLH. And of course, we wanted to make a clear a relationship with the sarcomere, so that the generator of the force and the FSHD. And you might be surprised, but there are not so many papers about muscle weakness or cellular weakness and FSHD. We did find this paper which says that sarcomeric dysfunction, so the lack of sarcomeric stability in a way, contributes to the muscle weakness in FSHD. So again, as just summarized here, sarcomeric dysfunction leads to muscle weakness. And so then what we did, we went back to our transcriptomic analysis, comparing either muscle biopsies or in this case, just the myotubes. And we look at all the other members of the sarcomere, or many of the other members. So this is a very complex graph, but just to tell you, so whenever you see the aqua color, these are all genes that are downregulated compared to our unaffected situation. And all the orange one are genes which are upregulated compared again to the unaffected situation. And you see many of the players, both in biopsies and in myotubes, are downregulated. So you have less of them. And this, of course, will contribute to the lack of stability of the sarcomere. Donc, il y a très peu d'études, étonnamment, sur les problèmes de sarcomère dans la FSHD. Et donc, la seule étude disponible, et c'est Saskia Lash qui est le premier auteur, et donc c'est une étude assez récente, et qui montre que les perturbations dans le fonctionnement des sarcomères contribuent à la faiblesse musculaire dans la FSHD. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés voir dans la collection des ARN et protéines qu'ils avaient étudiées à partir de biopsies de muscles de patients et de contrôle et à partir de cultures de myotubes, pour regarder les protéines particulières qui font partie du sarcomère, est-ce que leur quantité était perturbée dans la FSHD. Et donc, dans le graphique du bas, enfin les petits histogrammes, tout ce qui est en vert correspond à des protéines dont la quantité est réduite dans la FSHD,
et ce qui est en rouge aux protéines dont la quantité est augmentée dans les FSHD. Et donc, on voit bien que d'une manière générale, que ce soit dans les biopsies ou dans les myotubes, il y a un grand nombre de protéines dont la quantité est diminuée dans les sarcomères et pourrait donc contribuer à une dysfonction du sarcomère et à une faiblesse musculaire. And this is just to show that we also confirm this in the lab. So again, you see, for example, nebulin expression is very downregulated in the FSHD. Muscle biopsies could compare to unaffected muscles. This is also the case for titin, which is another big component of the sarcomere. And this is also true for myozenin, again, another component. And when we look at our cultured myotubes, you see, again, nebulin is downregulated in the FSHD myotubes compared to the unaffected control cell line. Titinin follows the same trend. And we also, of course, look at DAX4, and you see there is an inverse correlation because now in the FSHD myotubes, DAX4 is upregulated. Donc, ils ont. So I missed that in the previous slide. These were the data from Saskia Laschke, right? No. We started from the idea that Yeah, but it was from you already. Yes, sorry. Yes. And here again. Okay. It's just presenting the same data. OK. Donc, de nouveau ici, c'est une autre analyse de leur biopsie où ils ont regardé en particulier la nébuline, la titine, ce sont des très jolis noms, et la myogénine. De nouveau, chez les contrôles, c'est en rose, chez les patients, c'est en violet. Et vous voyez qu'à chaque fois, chez les patients, la quantité est plus faible. Donc, ça, ce sont des biopsies de patients. Puis, ils ont regardé dans des myotubes. De nouveau, vous voyez en rouge la quantité de nébuline et de titine dans des myotubes FSHD qui est fortement réduite par rapport à la quantité qu'on trouve dans les myotubes contrôle. Et ils ont essayé de faire une comparaison avec le niveau d'expression de DUX4. Et donc, c'est dans les mêmes myotubes, on a regardé la nébuline, la titine et DUX4. Et vous voyez que là, DUX4, la quantité est fortement augmentée par rapport à ce qu'il y a en bleu dans des myotubes contrôle où on en a vraiment un tout petit peu, pardon. And as you might imagine, we wanted to understand who regulates KLHL31. Because if KLHL31 regulates the muscle function and sarcomere integrity, we wanted to go upstream and see who regulates KLH. Donc, l'étape suivante, c'était de se poser la question. On sait maintenant que KLHL31 est en train de permettre le turnover, donc le recyclage des protéines du sarcomère, mais qui contrôle la production de KLHL31? And again, just quickly, to do this analysis, we looked at DNA and look at the KLHL31 genes, which is responsible for making the KLHL31 RNA, which then will be translated into protein. And if you look at the DNA region, which is a promoter region of KLHL31, we did find several binding sites for MEF2C. Who is MEF2C? Is a protein whose acronym stands for myosin answer factor 2C, and it's a transcription factor, which I think you would call the cookie chef. Yes. Which regulates expression of the muscle genes. And the other important point for us was that dysfunctional MEF2C, so a non-properly working MEF2C protein, has also been reported in several other muscular dystrophy. Donc, comment regarder qui est le chef qui permet de diriger l'activité du gène KLHL31? Donc, ils ont regardé la structure du gène et au début du gène se trouve le promoteur. Donc, vous voyez dans le schéma qui se trouve en bas à gauche, il y a une flèche vers la gauche, ça vous indique l'orientation de ce gène dans la séquence du génome, donc sur le chromosome, dont on peut trouver la structure sur Internet. Donc, le gène est dirigé vers la gauche et son promoteur, donc c'est en fait le commutateur génétique devant qui va l'allumer ou l'éteindre, se trouve sur la droite. Et il y a toute une série, donc en regardant l'ordre des lettres de l'ADN, donc A, T, G, C de l'ADN, on peut identifier des motifs qui sont typiques de sites sur lesquels peut se lier un facteur de transcription. Donc, c'est quelqu'un qui, comme DUX4, est un chef
donc un cookie chef, comme on dit en anglais. Donc je vous ai dit que les protéines, c'était des gâteaux. Et donc, il y a des gâteaux qui sont des chefs qui sont capables d'aller se lier sur les promoteurs ou les commutateurs génétiques des gènes pour les activer, pour que ce gène soit copié sous forme d'un ARN. Cet ARN messager va permettre de produire la protéine dont il porte la recette. Et donc, ils ont retrouvé toute une série de sites typiques d'un gâteau chef qui s'appelle MEF2C et qui est bien connu pour jouer un rôle dans l'activation de gènes de muscles, de muscles normaux, et dont des anomalies de fonctionnement ont été rapportées dans d'autres dystrophies musculaires que la FSH2. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant d'aller investiguer ce facteur dans le cas de l'expression de KLH-L31. And just to confirm, we used our cell lines, FSHD versus unaffected, and you can see, again, the blue are the unaffected cells, and the red are the FSHD affected cells. And you can see MEF2C expression is always very reduced at every stage we looked into myogenesis, so in proliferating myoblasts, in confluent myoblasts, and also immature myotubes. Donc, ils sont allés voir quel était le niveau d'expression de MEF2C dans des myoblastes en train de proliférer en culture, ou bien dans des myoblastes qui sont à confluence, sur le point de fusionner, et dans les myotubes qui sont formés après leur fusion. Et dans les trois cas, vous voyez en rouge, dans les cellules FSHD, eh bien, la quantité de MEF2C est nettement plus faible que dans les cellules saines, où là, la quantité est représentée en bleu. So very complicated slide, just to say that it is known that MEF2C, and this comes from mouse and fish data, MEF2C is a master regulator of sarcomere formation. So it's very important to assemble the sarcomere. And our data also suggests that MEF2C can contribute to the expression of KLH31. And then together, they might then contribute to the proper formation of the muscle and muscle function, and also to maintain the sarcomere integrity. Et donc, MEF2C est connu, est considéré comme le régulateur maître, donc le grand chef de la formation de sarcomères. Et donc, ça devient assez logique qu'il ait un peu cette double casquette. D'une part, il va permettre de fabriquer les protéines qui constituent le sarcomère, et d'autre part, il va permettre leur turnover, donc leur remplacement quand elles sont abîmées, grâce à son activation du garagiste en chef KLH-L31. Donc, les muscles FSH, ils ont moins de MEF2C qui donc produit moins de KLH31, oui. Ce qui fait que le sarcomère fonctionne beaucoup moins bien. C'est ça l'enchaînement. Voilà, exactement. Okay. So our idea is because you have, I think you just said this, because you have less MEF2C, then you end up having less KLH31, and all together they contribute to having a muscle weakness, possibly because of lack of sarcomere integrity. Donc, Vincent avait résumé à l'avance la diapo qui est montrée maintenant. Bravo, Vincent. De dire que si on a effectivement moins de MEF2C, qui est le gâteau chef qui permet de fabriquer les protéines du sarcomère, on a une plus faible production de la protéine KLH-L31 et par conséquent, on n'aura pas de renouvellement des protéines abîmées du sarcomère. Donc, les deux choses ensemble convergent vers un sarcomère beaucoup en nettement moins bonne forme. So our hypothesis is that in FSHD, either you're looking at muscle biopsies or in our cultured cells, because you have less MEF2C and less KLH31, this might also result in another typical effect that we see. It's the lack of growth of these cells. You see unaffected myotubes are very big, very large, and a very particular accumulation of muscle differentiation markers, whereas at the same time point, when you look at the FSHD cells, they are very small and very hypertrophic, so they lack growth. So our hypothesis is that the lack of MEF2C and KLH contributes to the muscle hypertrophy and also weakness, of course,
So if we can find a way to reconstitute MEF2C or KLH31 function, we may ameliorate FSHD myogenesis. Donc, leur hypothèse de travail, c'est de dire, puisque dans la FSHD, on voit une diminution de la quantité de MEF2C, une diminution de la quantité de son gène cible, en fait, l'expression de son gène cible KLHL31, cela pourrait expliquer pourquoi on observe ce qu'on appelle une hypotrophie des muscles FSH, donc ce que nous appelions une atrophie. Donc, ça veut dire que si on compare l'épaisseur des myotubes qui sont fabriqués à partir de myoblastes sains, donc à gauche sur le schéma, on a coloré en vert une des protéines constituantes de ces fibres musculaires et on voit que ils sont bien grassouillés, ils sont bien remplis par cette protéine verte, tandis qu'à droite, dans le cas où on a fabriqué ces myotubes à partir de myoblastes qui venaient de biopsies de patients atteints d'FSHD, les myotubes sont beaucoup plus fins, il y a beaucoup moins d'accumulation de cette protéine verte, donc c'est ce qu'on appelle une hypotrophie, donc c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir des myotubes bien grassouillés comme on devrait avoir chez un individu sain. Et par conséquent, si on se rend compte que le manque de ces protéines va faire qu'on a des myotubes trop fins, peut-être que si on essaie de remettre ces protéines, ou en tout cas de reconstituer leur manque, on va probablement améliorer la myogenèse, donc la formation des fibres musculaires dans la FSHD. Ça, c'est les hypothèses de travail. J'ai juste une... Ah, sorry. Vas-y, let's go. Mon intervention, non, parce que mon intervention, si je vais quand même la faire parce que je vais l'oublier et je voulais la faire. So he will say, tell his question anyway because he might forget it. It's not. I think perhaps your next slide will answer for me. But tu te rappelles, Alexandra, je crois que c'était il y a presque 2 ans jour pour jour, on était au Palais Faro à Marseille et on discutait avec le professeur Fardeau, qui était en colère parce qu'il disait c'est quoi le Big Bang? Donc en fait là ce que je me dis c'est que ma question en fait qu'est-ce qui fait que dans la FSHD potentiellement MEF2C est down-regulated? Est-ce que c'est lié à DUX4 ou est-ce que c'est lié à autre chose? Autrement dit, est-ce que nous, FSH, on est aussi porteurs de cette anomalie de production de MEF2C? Et à quoi c'est dû, en fait, si jamais il y a une hypothèse? So, he is reminding me of the myology meeting that took place in Marseille 2 years ago, and where we ended up having lunch with Professor Michel Fardeau, who is an old man with a lot of expertise in the field of muscle, and he was complaining that researchers in the field of FSHD were not sufficiently interested in the muscle itself. So Vincent appreciates very much your approach, which is in the direction that Michel Fardeau liked. And he's asking the fundamental question, if MEF2C is decreased in FSHD, do patients have to consider that they have a double trouble, that on the one hand, they have DUX4, which is leading to muscle destruction, and on the other hand, not enough MEF2C to try to counteract, to reconstitute muscle? Yes, I think, yeah, exactly. That's the $1 million question. I think yes, there are 2 problems. One can be the DUX4 along with other proteins contributes to the muscle atrophy or muscle wasting. And it can also be that the regenerative apparatus, such as also the muscle stem cells, are incapable of making efficiently the muscle, also because maybe they do lack MEF2C, as you say, or maybe because they lack KLH31 or many other players. So the regeneration is also inefficient. I think that is a secondary problem that aggravates the problem. So you do have muscle wasting, but you also are incapable. So the system is incapable of making proper muscle during the regeneration. Bon, quelle est l'origine exacte de cette absence? On n'en sait encore rien, mais il est clair qu'il y a un double problème dans la FSHD.
d'une part, à cause de DUX4 et de sa toxicité, on va détruire des fibres musculaires, et d'autre part, apparemment, on n'est pas capable de les régénérer correctement. Donc, ce qui va aggraver la pathologie au cours du temps. So this is our plan, just to very simplify it. We know that unaffected cells can do differentiation properly, so they can make nice and functional myotubes. And this is, we think, also because they have the proper amount of MEF2C and KLH. So if we silence, so if we reduce the amount of KLH and MEF2C, can we resemble the FSHD lack of growth, or let's say phenotype? And on the counterpart, if we take FSHD muscle cells and we load them, so we overexpress MEF2C or KLH31, will we be able to reconstitute the myotube size or other phenotype that we can see in these cells just by overexpressing MEF2C and KLH31? Donc, son plan est de travailler de deux manières, ce qu'on appelle une perte de fonction et un gain de fonction. Donc, d'une part, si on prend des cellules saines et qu'on va aller bloquer la production de MEF2C ou de KLH31, est-ce qu'on va transformer ces cellules saines en des cellules qui ressemblent aux cellules FSH? Et d'autre part, on va partir de cellules FSH et où là, les niveaux de MEF2C et KLH31 sont trop bas, et on va remonter leur quantité et on va regarder est-ce qu'on peut, à ce moment-là, récupérer une structure de myotube qui ressemble aux myotubes de personnes qui ne sont pas malades. And this is what I think Vincent was talking about. So why this is relevant to muscle regeneration in FSHD? This is just a diagram of adult muscle fiber. And as you are aware, every muscle fiber is equipped with muscle stem cells, which are the progenitors that are there to help to recover from muscle damage. And as you can see here, so when you have muscle damage, these muscle stem cells get activated and basically transform into myoblasts, which will then proliferate and differentiate into myotubes. And then these myotubes can then fuse and regenerate, so make the fibers better and regenerate the muscle fibers after the damage. And of course, it's quite important for us because during the transition between myoblast and myotube, you do have upregulation, so you have accumulation of both MEF2C and KLH31. So not having the two players here, maybe it's one of the reasons why regeneration is so inefficient in the FSHD muscle. Donc en bleu, vous avez la représentation d'une fibre musculaire et vous savez qu'en plus des cellules de muscle proprement dites, il y a des cellules souches que l'on appelle les cellules satellites, représentées en vert sur ce schéma, qui sont des cellules dormantes et qui vont ne se réveiller que quand il y aura une blessure au niveau du muscle. Donc ces dommages au niveau du muscle vont aller réveiller les cellules satellites, elles vont se transformer en myoblastes, et les myoblastes sont vraiment les précurseurs de muscles qui vont se mettre à proliférer, à se diviser successivement pour former une grande quantité de myoblastes qui pourront ensuite fusionner en myotubes et venir s'insérer au niveau de la lésion pour boucher le trou, pour reconstituer le muscle. Et donc, ce qui est très important, c'est que dans l'étape entre les myoblastes en rose et les myotubes en pourpre, vous avez l'intervention de nos deux acteurs majeurs, nos deux gâteaux chefs, donc enfin MEF2C2 et le garagiste KL machin chose qui va pouvoir venir aider à réparer les protéines en mauvais état dans le sarcomère. Just a word for our collaborators because we have been very lucky. So we are going to, for this project, to collaborate with Elizabeth Heller, which has basically, it's on the other side of our corridor. So she's a super expert on muscle cytoarchitecture and imaging. And she was also a super expert on sarcomere structure information. And just to give you an example, what you see here is a cardiomyocyte. And you see all these tiny striations are the components of the sarcomere. Beautiful picture, really beautiful. Yeah, that's very nice. The other collaborator is Andrea Mustenberg at the University of East Anglia. She's an expert on muscle development, growth, and specifically on KLH31. They've done studies during
embryo development in frog, fish, and mouse. And they also have some preliminary data because, as you can imagine, to do the garagist, KLH L31 needs to interact with other players, such as nebulin. And they have other data for other proteins which interact with KLH, which are also player in the sarcomere formation. So this is very important for us. Donc pour son projet, il a la chance d'avoir deux excellents collaborateurs. Donc le laboratoire d'Elisabeth Heller, qui se trouve au bout du couloir par rapport à son labo, et qui est vraiment une experte sur l'architecture des cellules de muscles et sur la formation des structures de sarcomères. Et notamment, elle fait des photos d'imagerie en microscopie absolument extraordinaires. Donc l'image qui vous montre là, c'est celle d'un cardiomyocyte, donc une cellule de muscle de cœur, avec, vous voyez, toutes ces petites stries qui apparaissent là-bas, cette espèce de chevelure avec des stries. Eh bien, ce sont tous les sarcomères de ces petites fibres musculaires, donc c'est absolument époustouflant. Et l'autre collaborateur, c'est Andrea Münsterberg, qui se trouve à l'université d'East Anglia et qui est spécialisé dans l'étude de KLH-L31, justement, et qui recherche quelles sont les protéines qui peuvent interagir avec ces protéines-là, donc quels sont les contacts de notre garagiste pour faire son travail, et qui a notamment identifié qu'il pouvait interagir avec la nébuline, ce qui est logique puisqu'il intervient dans le remplacement de la nébuline abîmée par de la nébuline en pleine forme, mais a trouvé toute une série d'autres interacteurs, dont notamment MIF5, qui avait été trouvé, je le signale, comme un des partenaires de DUX4 aussi par notre laboratoire. Just to summarize, I've just showed you that our preliminary data indicates that MEF2C and KLH-L31 are reduced in FSHD, both in the muscle biopsies and in our in vitro model. Loss of MEF2C and KLH, we think, may contribute to the sarcomere instability and, of course, of the muscle weakness during FSHD pathogenesis. But we also think that can explain the muscle hypertrophy, so that the lack of growth. So when you have less MEF2C and KLH31, the scale goes towards the disease, and maybe by reconstituting by some means MEF2C and KLH31, we might be able to change the orientation of the scale. Donc en résumé, ils ont trouvé que MEF2C et KLH-L31 sont réduits dans les muscles FSHD. Ils se doutent bien qu'une diminution de ces deux protéines peut contribuer à l'instabilité des sarcomères et à la faiblesse musculaire, et pourrait également expliquer la moins bonne croissance des muscles, donc cette hypotrophie des muscles que l'on observe dans la FSHD. Donc, il remontre sa petite balance et vous montre que le fait d'avoir des quantités plus réduites, ce qui est joliment représenté par des couleurs rouges et jaunes moins intenses, donc on a une diminution de ces protéines, va faire pencher la balance dans le sens de la maladie, disease. Et donc leur idée, c'est que si on réaugmentait, donc vous voyez ici les couleurs vives indiquent une augmentation de la quantité des protéines, on va refaire basculer la balance dans le sens de la santé plutôt que de la maladie. C'est ça leur hypothèse de travail. And with this, I am finished. I just want to thank you, everybody. This is a picture we took when you came over. I just would like to, so these are all the members of the lab, of course, also Pete. And I just want to spend a word for Sebastian from UMons, which came over for a very unfortunate period because that was exactly the start of the pandemic. But he contributed to make some preliminary data for this KLH-L31 project. So a special thank you to him. Ok, donc c'est une photo qui a été prise lors de la dernière virée de Ami FSH avant la pandémie. On était allé à Londres dans le laboratoire de Peter Zammit. Alors il y a une série de gens que vous allez reconnaître sur la photo, et il voudrait bien attirer l'attention sur la flèche rose, Sébastien, qui était un étudiant de l'université de Mons, qui était en stage de 3 mois dans le laboratoire de Peter Zammit. Il venait d'arriver depuis une quinzaine de jours, je crois, quand la pandémie a démarré, et il a contribué aux premières expériences faites ici par Massimo, qui ont permis de confirmer dans l'intérêt de poursuivre cette étude-là
pour la suite. Et donc, le pauvre Sébastien a été obligé de rentrer en Belgique parce que les laboratoires étaient fermés, il y avait interdiction de circuler à Londres en dehors de son côte, et donc il devenait enragé, à tourner en rond, et il est rentré prématurément à Mons, à son grand désespoir d'ailleurs. Il venait à peine de trouver le chemin des pubs les plus proches du laboratoire au moment où il a dû partir. So thank you very much, Yes. Massimo. It's Thank you very, for very listening. clear and very Yes. interesting project. Thanks a lot.